Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 231 du podcast Touchdown Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour cette preview de la Free Agency. À mes côtés, il y a Raphaël Masmejean. Bonjour Raphaël. Salut à tous. Et c'est toujours un moment particulier quand on se retrouve à cette période de l'année parce qu'on enregistre enfin quand il fait jour. C'est pas désagréable quand même. C'est pas tout à fait l'été quand on se retrouve et qu'on enregistre, il fait beau et tout, mais il fait enfin jour. Camille Sarabène est à la technique. Bonjour Camille. Salut. Camille qui se débat déjà avec la caméra. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir beaucoup de plans qui arrivent. On va parler Free Agency, donc les dernières transactions, les échanges, etc. Donc il y aura beaucoup d'actu. Évidemment, pour commencer tout ça, on va parler ensuite des équipes qui ont de la place dans la masse salariale, pas dans la Free Agency. Derrière, on parlera du top 10, des meilleurs joueurs disponibles, des joueurs à éviter, des bonnes affaires. Et évidemment, on prendra vos questions. On salue tous ceux qui sont sur le live et on prendra toutes les questions qui sont dans la casquette. Bien évidemment, on commence avec la partie actu. Il s'est passé beaucoup de choses en NFL depuis notre dernière émission. Raphaël, je crois qu'on n'a jamais vu autant d'échanges qui se passent comme ça entre la fin du Super Bowl et le début de la Free Agency, et des gros échanges. On commence avec le premier, c'est Alex Smith qui passe chez les Redskins contre un 3e tour de draft et Kyle Fuller. Et dans la foulée, il signe pour 4 ans, 94 millions de dollars, dont 71 millions garantis. C'est un gros coup de la Free Agency parce que, alors on va voir, c'est que du domino là, dans ce qu'on va faire, parce que le domino numéro 1, donc c'est Alex Smith qui arrive à Washington et donc qui envoie, c'est mathématique quasiment, Kirk Cousins sur le marché de la Free Agency. Il n'y aura pas de franchise tag pour lui et il n'y en a pas, et il y aura pas les Redskins. Donc ça, c'est le premier effet. Le deuxième, c'est donc Alex Smith aux commandes des Redskins. C'est une sorte de plan B pas si mauvais que ça. Il me semble qu'on en avait légèrement parlé le soir du Super Bowl parce que l'échange était tombé un petit peu avant, je crois. Je me demande si on en avait déjà pas un peu parlé. Je suis pas sûr. Je sais plus. Non, j'ai un truc en... Bref, passons, je sais plus. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que les Redskins ont mal géré le côté financier de la chose parce qu'au final, ils donnent 70 millions à Alex Smith. Ils auraient peut-être pas donné pareil à Kirk Cousins il y a un an s'il avait signé un an plus tôt plutôt que de lui poser 2 fois de suite le franchise tag. Au final, en termes d'argent dépensé garanti, les Redskins sont pas gagnants, on va dire. Par contre, moi, je trouve que les Redskins s'en sortent convenablement parce que leur plan B, c'est Alex Smith. Et que Alex Smith, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, depuis 3-4 ans, depuis qu'il est passé chez les Chiefs, c'est quand même un des top 10 quarterbacks de la ligue. En termes de régularité, il te fera pas perdre. Toujours la question, est-ce qu'il peut te faire gagner un Super Bowl ? Je sais pas, mais en tout cas, il ne t'élimine pas de la course au playoff. Et c'est déjà énorme en NFL. Donc à ce niveau-là, je trouve que s'en sortir avec Alex Smith en quarterback en plan B, il trouve une bonne sortie, quoi. Bon, sportivement, clairement, il y a un truc qui s'est joué. Je rigole parce que je vois la lumière s'allumer sur le live vidéo. On est tellement enthousiaste sur le fait qu'il fasse jour qu'on n'allume même plus les spots sur le plateau. Sportivement, clairement, ça se tient. Il est à 26 touchdowns pour 5 interceptions la saison dernière. Il est propre. Il est à 15-8 la saison d'avant, 15 matchs, et 27 l'année d'avant. Donc, comme tu dis, on en a souvent rigolé. C'est l'échelle d'Alex Smith. C'est-à-dire que il va pas te faire gagner, ou en tout cas aller hyper loin sur ses épaules tout seul, mais il te fait pas perdre, donc c'est un bon plan B. C'est un bon plan B. Il est peut-être un peu moins bien entouré côté offensif en armes, parce que à Kansas City, Tyreek Hill, Kareem Hunt, Kelsey, là il arrive dans une équipe où c'est un peu plus compliqué, pas forcément sur la ligne offensive, mais en tout cas en playmaker pour l'accompagner. Donc les Redskins doivent construire autour, mais il y a des équipes qui ont beaucoup plus de questions qu'Alex Smith au poste de quarterback, donc c'est en ça qu'ils s'en sortent quand même. Après, la question, c'est est-ce que Washington a trop lâché sur le trade ? Alors, le 3e tour, pourquoi pas, pour Alex Smith. Kyle Fuller, c'était quand même un cornerback très prometteur. C'était un cornerback prometteur. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Ça arrange bien Kansas City, qui avait bien besoin d'un cornerback jeune et à potentiel. Après, à Washington, il reste des Josh Norman, des Bashan Breeland qui
Et un backfield défensif qui n'est pas non plus dépeuplé. Donc, risque pas forcément nécessaire, mais pas la cata non plus. Disons que c'est financièrement aussi qu'il était intéressant Fuller parce qu'il était sur un contrat rookie. Voilà, donc ça pouvait être très intéressant. Mm. Donc le domino, c'est ça, c'est Kyle Fuller aussi parce qu'il arrive à Kansas City. Du coup, ils n'ont plus besoin de Marcus Peters, ou en tout cas, ils le pensent. Et donc, ils envoient Marcus Peters chez les Rams contre un choix du second et un choix du 4e tour a priori. Marcus Peters, c'est 19 interceptions en 3 saisons. Il a 25 ans. Mais il arrive vers la fin de son contrat rookie, donc il y a des gros dollars qui devraient tomber. Ouais, enfin, il a encore un ou... tu me mets au moins une année. Au moins une année, ouais. Une année. Mais il va avoir sa 5e année en option et donc ça va commencer à faire beaucoup. D'ailleurs, je me posais, pour le coup, est-ce que les Rams peuvent activer la 5e année en option contrat rookie s'ils n'ont pas drafté ? Oui, c'est possible si c'est échangé, du coup, je pense. Bon, tu vois, ça te fait 2 ans sur Peters, contrat rookie. Il arrive dans la dernière année de son contrat rookie, donc l'année prochaine, ce serait la 5e année en option. Ça donc te fait un an. Il faut commencer à penser à négocier. Hein. Ouais. C'est un trade, tu sens qu'il y a un problème comportemental derrière. Clairement. Je veux dire, on peut pas, vu les contreparties, vu la rapidité avec laquelle tout ça s'est fait, entre la rumeur au moment où on a commencé à dire ça va pas entre Peters et les Chiefs, et le moment où Peters part, il s'est quand même pas passé grand chose, enfin en termes de durée. Donc on sent qu'il y a un problème. J'ai presque envie de te dire que c'est un deal gagnant-gagnant dans les deux sens, où les Chiefs voulaient s'en débarrasser, ça paraît évident. Voilà, ils s'en débarrassent, ils récupèrent un 2e tour, un 4e, est-ce que c'est assez ? Bon, je sais pas. Et les Rams, ils récupèrent quand même un joueur qui a un potentiel assez... Enfin, comme tu l'as dit, avec les stats, c'est un playmaker. C'est pas un shutdown corner, mais par contre, c'est un mec qui est capable de créer le turnover qui fait la différence dans un match. Et quand on voit ce que Wade Phillips sur ces dernières années avait notamment fait avec le backfield défensif des Broncos, où il a fait émerger Chris Harris Jr., il a rendu à Aqib Talib un sacré niveau, tu te dis que Peters coaché par Wade Phillips, ça peut quand même ressembler à une affaire. Et puis là, ça commence à faire une défense avec des sacrés playmakers parce qu'il y a quand même Aaron Donald, défenseur de l'année devant, Marcus Peters derrière. S'ils arrivent à garder certains de leurs free agents, on va en parler un peu plus tard avec Joyner, etc. Ils peuvent, vu qu'ils ont en plus du cap space. Ça commence à être très très intéressant, on est d'accord. Bon, en tout cas, moi je suis assez d'accord. C'est gagnant-gagnant au sens où ils avaient l'air de vouloir s'en débarrasser. Voilà, c'est ça. Donc, de toute façon, ils s'en débarrassés. Ils ont récupéré 2 choix de draft. Et les Rams récupèrent un playmaker. Apparemment, le mec s'est quand même battu avec un des assistants coach de Kansas City. C'est Justin Houston qui a dû séparer. Enfin, voilà. Alors, domino supplémentaire. Les Rams récupèrent donc un choix du 2e et du 4e. Lâchent un choix du 2e et du 4e pour récupérer Peters. Du coup, ils se disent, on va bien récupérer quelques petits trucs. Alors, ils envoient Robert Quinn aux Dolphins et ils récupèrent un choix du 3e et du 4e. Du coup, on pense qu'ils ont perdu quasiment pour ce qu'ils ont envoyé à Kansas City. Donc Miami récupère Robert Quinn, 8 sacs et demi l'an dernier, 62 sacs et demi en 7 saisons. Il en avait mis 19 en 2013 et ça leur met quand même une défense avec un front 7 sous Wake Quinn. Oui, pas vilain. À condition qu'ils gardent Wake par exemple, ce qui est pas forcément évident du coup avec cette arrivée. Là encore, je trouve que c'est un peu un deal 50-50. C'est que Miami récupère un bon joueur, quoi qu'il en soit, qui a eu quelques difficultés, qui s'est bien relancé l'an dernier. Après, est-ce que c'était forcément ce qui avait de plus important à travailler du côté des Dolphins ? Pas forcément. Pas forcément, mais c'est peut-être l'occasion. Ils ont peut-être l'impression de faire une super affaire. Si jamais il faut revoir leur salary cap, mais ça permet sûrement de couper quelques joueurs peut-être derrière. Pourquoi pas ? Et côté Rams, ils se libèrent d'un joueur qui n'était pas non plus... qui certes a une saison à 8 sacs et demi, mais qui a montré quelques difficultés dans le système 3-4 de Wade Phillips, qui coûtait mine de rien 25 millions sur les 2 prochaines saisons, ce qui n'était pas non plus... Côté Rams, quand tu vois ton front 7, est-ce que tu peux pas te permettre de perdre un Queen, en drafter un jeune rookie, payer moins cher un jeune à potentiel ? Moi, je trouve que les Rams, c'est pas non plus un move inintéressant de leur côté, quoi. Toujours dans les moves, alors là on va parler toujours de Miami. Jarvis Landry a été tagué et peut-être probablement échangé, c'est en tout cas la volonté, mais ça commence à l'être très clair. Ils lui ont donné l'autorisation de chercher une autre équipe. Il a 112 réceptions, 987 yards et 9 touchdowns la saison dernière, 25 ans. J'ai envie de me demander, quand moi je vois qu'ils essaient de l'échanger et visiblement ils en veulent pas depuis un an, etc. Je comprends pas le problème en fait. Alors, c'est pas Randy Moss, mais c'est quand même un très bon receveur. Ouais, moi je comprends pas pourquoi ils veulent absolument s'en débarrasser. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'air de dire ouais, Landry, j'en veux pas forcément dans mon équipe, machin. Après, voilà, ce qui a l'air de poser problème, c'est quand même ses prétentions salariales. Il a l'air de vouloir être autour de 14-15 millions.
Ce qui est un peu élevé, parce que est-ce que à l'heure actuelle ça vaut vraiment le coup de mettre 14-15 millions sur un receveur? Il y a 2-3 écoles là-dessus. Moi, je sais pas, à vrai dire. Alors, j'ai fait exprès, j'ai l'ordinateur pour cette émission, parce que comme il y a beaucoup, on va parler beaucoup de contrats, etc. Là, j'avais besoin d'aide parce que j'ai pas tous les chiffres en mémoire. Je vais essayer de te trouver les receveurs sur les salaires moyens. Mais à mon avis, je sais même pas si 14 millions pour un Jarvis Landry c'est outrageux. Alors parce que ça va être un des thèmes. Moi dans cette émission là, on va en parler et on va en parler notamment sur Cousins, etc. J'entends tout le monde dire ah mais c'est trop pour tous les joueurs hein, de toute façon. Voilà, moi voilà, c'est trop pour tous les joueurs. Donc il faut s'y faire. Tous les contrats sont trop. Non mais après. Alors Antonio Brown à 17, DeAndre Hopkins à 16. Alors Jarvis Landry il est à 15, mais c'est parce qu'il lui reste, c'est la 5e année en option, un truc comme ça qu'ils ont pris. Ben non, c'est le tag. Voilà. C'est le tag. Ouais. AJ Green à 15, Devante Adams à 14. Non mais par exemple, moi je le trouve pas moins bon qu'un Devante Adams que j'ai trouvé surpayé cette intersaison par les Packers. Mais du coup, le problème c'est qu'on sait comment ça marche. Ils regardent les uns les autres. Ouais, donc quand ils voient Devante Adams signer ça, il se dit après tout pourquoi pas moi. Mais le truc, c'est que là, ça a l'air de bloquer. Après, je pense qu'il y a des franchises qui ont les moyens de se l'offrir. Et je pense que c'est un receveur qui peut faire du bien à quelques franchises. On pourrait en parler un peu plus tard. Mais quand je vois que les 49ers ont quasiment 70 millions de cap space. Il y a Jonathan qui le suggérait sur un Jarvis Landry qui arrive chez les 49ers, ça me semble pas inintéressant. Parce que c'est un receveur qui est vraiment. En plus, c'est pas qu'un type de receveur, c'est pas juste une menace en profondeur ou juste un slot receiver. Il est capable de s'aligner à divers endroits, d'être performant. Moi, je trouve que c'est une bonne affaire, que ça se tente en échange. Après, qu'est-ce que demande aussi Miami en échange? C'est aussi ça. C'est aussi problématique. Est-ce qu'aujourd'hui tu mets. Ils ont clairement pas une grosse marge de manœuvre vu comment ils ont tout le monde sait qu'ils veulent le vendre. Hein. Oui, ça c'est sûr. Après, ça a l'air d'être un peu compliqué à ce niveau-là. Mais je trouve que, en tout cas, à mon sens, c'est quand même un pari intéressant pour plusieurs équipes. Donc c'est vrai que je suis un peu étonné que ça bouge pas plus que ça sur Jarvis Landry. Je suis assez intrigué aussi. Pari intéressant pour les 49ers, tu disais. Jimmy Garoppolo, justement, je crois que c'était depuis notre dernière émission, a signé pour 5 ans 137,5 millions de dollars, 46,2 millions sur la première année. Alors, oui, c'est cher, oui, c'est trop cher, mais on l'a dit, ça va être un thème récurrent. Il faut aussi voir que ça fait 58 que le salary cap augmente d'au moins 10 millions de dollars. Donc on a gagné 50 millions de salary cap en 5 ans minimum. Donc il faut aussi voir ça. Donc oui, forcément, ça a l'air trop cher par rapport à ce qu'on a vu il y a 5 ans. Mais le salary cap et la masse salariale augmentent. Donc oui, c'est trop cher. 7 touchdowns, 5 interceptions l'an dernier. Il a joué 6 matchs, ils les ont tous gagnés, très bien. Mais voilà, ils ont bien joué le coup. Le contrat est bien structuré, c'est-à-dire qu'ils en prennent plein la tronche sur les 2 premières années. Et après, ils pourront voir. C'est ça, ils ont l'air de pouvoir le couper facilement d'ici 2020, donc ce qui te laisse 2 ans d'évaluation de Jimmy Garoppolo, ce qui est, à mon sens, satisfaisant à ce niveau-là. En plus, tu dis 46 millions, mais il ne faut pas oublier que justement, avant ces 46 millions offerts à Garoppolo là, pour cette année, les 49ers avaient un cap space de plus de 120 millions. Tu as l'obligation en NFL d'utiliser une certaine partie de c'est 75 ou 80%. Ouais, autour de ça. Donc, quitte à mettre de l'argent sur un joueur qui leur plaît cette année, quand il y avait de l'espace, autant le mettre sur ton quarterback. On sait que ça peut aussi entraîner une sorte de cercle vertueux dans le sens que t'es free agent. Tu vois que les 49ers ont l'impression d'avoir trouvé leur quarterback du futur, donc il y a une stabilité, donc il y a un vrai objectif, donc tu es peut-être plus enclin à les signer chez eux à l'heure actuelle que des équipes qui se cherchent un quarterback. T'es free agent à l'heure actuellement, t'attends peut-être de voir ce que les Jets vont signer au poste de quarterback avant d'aller chez les Jets, alors que les 49ers semblent avoir ce quarterback. Donc pour moi, c'est un investissement. De toute façon, on est dans une ligue tournée de quarterback, ils pensent l'avoir, ils le signent. Et puis dans 2 ans, quand ça va être un tel qui va prendre 2 fois plus que Garoppolo, on dira finalement Garoppolo il est pas si cher. Dans quelques semaines, Aaron Rodgers et Kirk Cousins vont déjà relativiser ce chiffre-là. Blake Bortles, autre quarterback, 3 ans, 54 millions, 26 millions et demi garantis. Ça remplace le contrat à 19 millions qu'il avait pour l'année à venir. C'était une option de 5e année. C'est pareil, ça peut paraître sur le coup quand on annonce 54 millions, on se dit et puis en fait, c'est 3 ans. C'est construit d'une manière où ils peuvent quand même le couper assez facilement au bout de même 1 ou 2 ans, je crois. Et puis voilà, donc au final, ils se laissent le temps. Moi, je peux comprendre. Après, ça discute illégalement, parce qu'en théorie, ils n'ont pas le droit de parler aux free agents avant le 12 mars. Bon, on sait très bien qu'ils discutent tous avant. Donc, je peux comprendre s'ils ont senti qu'ils avaient 0 chance avec Cousins, ou qu'ils n'avaient pas du tout les moyens, qu'ils ne voyaient pas de moyens de se le permettre, etc. De dire on garde ce mec-là en soupape, on va en drafter un autre pour développer. Quoi qu'il arrive, amené
aidé, qui nous a pas empêché d'être en finale AFC. C'est ça. Donc je peux comprendre ça. S'ils savent qu'ils n'avaient pas de chance sur Cousins ou même Keenum, j'ai envie de te dire. Moi, j'aurais préféré tenter un de ces deux mecs-là. Mais après, ça s'arrête là. Teddy Bridgewater, je l'aime bien, mais malheureusement, il revient d'une blessure. On ne sait pas dans quel état il sera. Donc, j'aurais préféré Cousins ou Keenum. Après, encore une fois, s'ils sentent qu'ils ne pouvaient pas l'avoir, ils ont ce mec-là, ils sont dans la continuité, pourquoi pas. Et puis encore une fois, ils peuvent aussi nous surprendre. Ce ne serait pas du jamais vu avec en montant dans la draft pour prendre un mec qui leur plaît et le mec il l'installe 6 mois après. Hein. Non, bien sûr. Donc, pas de... donc voilà, le contrat il n'est pas si outrageux que ça finalement. Moi, ce transfert, mais cette nouvelle signature, cette prolongation. Pour moi, marche dans le sens où le contrat est construit d'une manière qui te permet de rapidement couper Bortles sans avoir trop de monnaie, de dead money et tout ça. Je suis comme toi, c'est pas ce qui m'emballe le plus maintenant. Disons que moi je voudrais juste qu'ils essayent de se bouger à côté. C'est-à-dire que, et on l'a vu d'ailleurs avec les Eagles, alors je me rappelle plus exactement, il y a 26 millions garantis, c'est beaucoup. Mais par exemple, les Eagles avaient quand même donné pas mal d'argent à Foles pour être remplaçant. S'ils trouvent vraiment une meilleure option et qu'ils ont l'occasion d'avoir une meilleure option que Bortles, ils auront un remplaçant un peu cher et au pire ça les dépanne s'il y a une blessure. Mais ce que je voudrais en fait, c'est qu'ils soient quand même actifs et qu'ils cherchent quand même une solution. Ce que j'espère vraiment juste, c'est qu'ils font pas ça en disant ok, on lui donne encore 2 ans pendant parce qu'ils ont quand même une super fenêtre de tir et que j'espère qu'ils cherchent quand même un upgrade pour aller un poil plus haut, ce qui est quand même le Super Bowl. Mais bon, on est à peu près d'accord là-dessus. Autre nouveauté, alors on va finir avec les joueurs plutôt avant de passer au coach. Franchise tag, Demarcus Lawrence, Le'Veon Bell et Ziggy Ansah apparemment. Alors Bell, c'est à confirmer dans les heures à venir, au moment où on enregistre. A priori, ils sont pas d'accord, donc ils vont le taguer. Il a l'air d'encore vouloir beaucoup d'argent. Alors là, il disait l'an dernier, je réclamais des garanties. Là, maintenant, je réclame... Qu'est-ce qu'il a dit qu'il réclamait, du coup ? Il veut être payé à sa juste valeur. À sa juste valeur, oui, c'est ça. Oui, il veut être payé comme le meilleur coureur de la ligue. Il veut être payé à hauteur de ce qu'il apporte à l'équipe, je crois, c'est ce qu'il disait. En soi, il n'y a rien de scandaleux dans ces déclarations-là. Hein. Après, c'est juste une question de philosophie. C'est est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à mettre 16 ? Ouais. Je sais pas, je dirais 16 comme ça, à vue de nez. Du coup, son chiffre de départ pour la négo, c'est celui du franchise tag maintenant, qui est de 14,5, je crois. Voilà, donc est-ce que tu considères que c'est une bonne idée de mettre 17 16. Sachant que là, j'ai les moyennes, on parle des moyennes, je ne vous dis pas les contrats par an, etc. La moyenne du contrat, aujourd'hui, il doublerait quasiment, parce que Devonta Freeman est à 8,2 et c'est le mieux payé. McCoy est à 8 tout rond. Donc c'est vrai qu'on ne paye pas les running backs. Non, mais ça fait un bon moment. Enfin, ça fait quelques années déjà. Je ne sais pas si ça va changer parce qu'il y a une telle mode des running backs dans la draft depuis 2-3 ans qui sont revenus en force avec Ezekiel Elliott, Leonard Fournette. Là, on va avoir Saquon Barkley. Mais tu vois, après, c'est vraiment là pour le coup, c'est seulement le staff de Pittsburgh peut répondre à cette question. Est-ce qu'ils estiment qu'un coureur vaut dans la masse salariale 16 millions? Après, il a dit, en gros, je sais que grosso modo, la manière dont Pittsburgh négocie les contrats, je serais sur un contrat à l'année quasiment, c'est 5 franchise tags de suite, ils pourront me couper ou un truc comme ça. Dans ce cas-là, si lui, il est OK avec ça, il prend un contrat où c'est quasiment année par année, avec peu de garantie en cas de coupe et rouler, quoi. Ouais, non, mais et tant qu'il est performant, tu le gardes à 15-16. Pourquoi pas, hein, mais... Parce que c'est vrai que c'est plus qu'un coureur. Ouais, oui. C'est aussi un receveur. Il a aussi un sacré talent à la réception, il est vraiment très complet. Et les receveurs, ils prennent 15. Hein. Non, mais ça se... Oui, est-ce que c'est moins intéressant de donner 14 à Bell qu'à Landry? Non, effectivement, c'est... Je sais pas. Et puis en défense, donc on a Demarcus Lawrence et Ziggy Ansah, ça c'est des franchise tags hyper logiques. Ouais. Lawrence, il a fait une très grosse saison, donc bon, forcément il faut qu'il prouve. Donc dans le pire des cas, puis il aura un contrat à long terme. Je pense qu'il va réussir à s'entendre avec les Cowboys. Je sais pas. Et puis Ziggy Ansah, c'est passé un peu sous le radar parce que c'est vrai que c'était un gros potentiel. Il a montré des bonnes choses, mais il est un peu irrégulier. Après, c'est logique pour Détroit de le garder, quoi. Ouais, non, clairement. Et puis rumeur d'échange, tiens, pour terminer avec les joueurs, Michael Bennett serait disponible et demandé du côté d'Atlanta. Apparemment. Ça a du sens puisque le coach des Falcons, Dan Quinn a été son coordinateur défensif chez les Seahawks. C'est vrai. Ça a un certain sens. Les Seahawks, très sincèrement, je pense qu'ils peuvent se séparer de Michael Bennett sans diminuer grandement leur qualité défensive parce qu'il y a quand même du monde, il y a
alors qu'Atlanta a vraiment besoin de renforts sur la ligne défensive. Donc non, ça a du sens pour les deux. Ouais. Et puis un petit dernier mot du coup, un coach, puisque c'est arrivé après notre émission, je crois la dernière, on disait McDaniels va partir aux Colts, etc. Ouais. Et donc dans l'intervalle, il a dit oui, et puis il a dit non, et puis maintenant c'est Frank Reich qui est coordinateur offensif des Eagles à la fin de la saison et qui se retrouve coach des Colts. Bon, c'est toujours un peu l'expectative, hein, les embauches de coach les embauches de coach, on peut pas dire grand chose là-dessus. C'est un peu, c'est voir, parce que le vestiaire sait que du coup c'était pas le premier choix des dirigeants. Comment lui, en tant que non premier choix, il s'impose. C'est comment il s'appelle ? C'est Tony Dungy ou Herm Edwards ? Tony Dungy, je crois, qui a dit moi j'étais le 3e choix et ça s'est très bien passé. Non mais voilà, après tu vois, ça peut très bien se passer. Ouais, pour les coachs, tant qu'ils sont pas sur le banc. C'est ça. Bon, en tout cas, là, c'est vrai que la saga a quand même été un peu marrante. Ouais. Et alors, est-ce que tu penses que Josh McDaniels est grillé ou pas ? Sans doute. C'est vrai ? Ah bah tu vois, moi je fais partie de l'autre camp. Je pense que la NFL dans 3 ans, les gens ont oublié. Oui. 3 ans, 2 bonnes saisons, et hop. Disons qu'à Indianapolis, ils risquent pas d'avoir oublié. À Indianapolis, un peu moins. Mais on va trouver une franchise en galère d'attaque dans 3 ans, quand Bill Belichick repoussera encore sa retraite et que McDaniels en aura marre et qu'il finira par avoir envie de partir. Il y a bien quelqu'un qui le recueillera. Ouais, voilà donc pour l'actu chaude. On passe dans le vif de la free agency. Camille, c'est parti. Le petit point cap space pour commencer, qui a de la place dans la masse salariale. Alors ce sont les chiffres de ce matin, donc mardi matin, puisque le salary cap a été fixé à 177,2 millions, donc c'est 10 millions de plus que l'année dernière, et c'est donc, on le disait tout à l'heure, la 5e année de suite qu'il augmente d'au moins 10 millions de dollars, donc ça commence à faire beaucoup. Et qui a de la place dans la masse salariale, qui va pouvoir recruter, ça vous permet de, comme ça on ne citera pas toutes les équipes intéressées éventuellement à chaque fois, parce que par exemple les Browns pourront être intéressés par tout le monde, ils ont 108 millions de dollars disponibles. Les Jets 89, les Colts 72, les Buccaneers 69, 49ers 66, Bears 62, Texans 62. Ça, c'est toutes les équipes qui sont au-dessus de 60 millions de dollars et même au-dessus de 50. On n'a pas d'autres qui soient au-dessus de 50. Donc ça se situe, c'est vraiment les gros acteurs possibles de la free agency. Ouais, c'est les gros acteurs. En plus, c'est des équipes qui, pour la plupart, ont pas mal de trous, ou en tout cas ont une vraie possibilité d'améliorer leurs effectifs à plusieurs niveaux. Ce qui est intéressant de voir, c'est que tu as les éternelles équipes en recherche de quarterback, Browns et Jets, qui là-dessus peuvent le dominer, même si a priori Cousins c'est loin de ces deux équipes. Ouais. Après derrière, il y a quand même un groupe qui est intéressant parce que justement ils ont un quarterback, c'est Colts, Bucks, 49ers et Texans même parce qu'il y a Deshaun Watson, et Bears on peut dire parce qu'ils ont Trubisky qui vont garder au moins voilà. Donc ces équipes là ont quand même beaucoup d'argent et elles peuvent le dépenser sur plusieurs free agents ou essayer de faire des gros coups, donc ça peut ne pas être inintéressant pour eux. Derrière, pour les mentionner, on a un groupe qui est à Redskins 47, Vikings 47, Titans 45. Le Vikings, je t'ai vu faire un signe, il est intéressant. Alors il faut qu'ils trouvent un quarterback parce qu'ils n'ont personne sous contrat, donc il faut même qu'ils en trouvent 2 ou 3. Il faut qu'ils en trouvent voire peut-être 15. Si t'en draftes un, t'es pas, tu vois, tu peux en drafter un. C'est intéressant parce que c'est quand même une équipe qui a un effectif qui fait une finale NFC, qui a 47 millions de libres. Et c'est pour ça que la rumeur Cousins est de plus en plus persistante du côté du Minnesota. Parce que forcément, là, il y a la place pour le signer. On va parler de lui, mais moi, je j'ai un peu regardé leur liste de free agents au sein des Vikings. Ils ont ils ont aucun joueur important qui est free agent. Donc tu peux te permettre d'y aller. C'est un peu ils vont pas casser la banque sur un de leurs joueurs. Non, c'est ça, c'est l'avantage cette année qu'ils ont. Donc derrière, on a les Rams à 38 millions, ce qui n'est pas inintéressant non plus pour faire des petites emplettes défensives notamment. Les Bengals à 33, les Saints à 30. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de la place dans le salary cap. Je me suis pas dit les Jaguars à 29, ce qui est pas mal non plus aussi. Surtout qu'ils ont déjà signé Bortles, donc faut voir. Les Panthers à 26, les Lions à 26, les Bills à 24. Les Giants à 23, Broncos 23, Chargers 22, Cardinals 20, Raiders 17, Packers 15, Falcons 13, Patriots 13, Seahawks 12, Ravens 8. Là, ça commence à être compliqué. Là. Steelers 5, Cowboys 12 247 $. Donc je crois qu'ils payent un mec une semaine, grosso modo. Et puis, alors ceux qui dépassent le salary cap, il y en a 3. Les Chiefs avec 3 millions d'euros au-dessus du cap. Donc là, il faut faire du ménage avant de recruter. Les Dolphins à 8 millions 6 au-dessus du cap.
cap, qui ont bien fait de faire venir Robert Quinn, du coup, comme ça leur permet d'aider les finances. Ce qui prouve qu'a priori, Landry sera pas signé chez eux. Parce que, oui, du coup, c'est injouable. Et puis les Eagles à 11,2 millions au-dessus du cap. Bon, c'est les champions, ce qui est à peu près logique. Quelqu'un l'a fait remarquer dans les commentaires du site. Évidemment, l'intrus, c'est Dolphins, dans le haut du classement de ceux qui dépassent, puisque sinon, on a quand même des équipes qui sont très très haut de tableau. Ça fait des années qu'il y a des problèmes de gestion de salaire à Miami. On n'est pas... ils ont cassé la banque pour sous, ils ont donné des gros contrats. Mais de mémoire, là, avec Quinn, Sue, Wake, c'est à eux trois, c'est 30% de la masse salariale de l'équipe. Oui, c'est vrai. Il y avait un truc dans ce genre-là. Ouais. C'est un parti pris. Parce que, c'est un parti pris, d'autant que... Et ça n'a même pas été un des front seven vraiment dominants. Non, c'est ça le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à dominer comme ils le devraient par rapport au salaire. Je te donne les chiffres, par exemple à Miami, on a Ryan Tannehill qui est en moyenne à 19 millions aussi. Sur son contrat, Sue à 19, Jarvis Landry, donc là il est à 15 avec son tag, Robert Quinn à 14 du coup qui arrive, Rashad Jones à 12 et après on a Cameron Wake à 8, ce qui est quand même plutôt correct il a signé il y a longtemps pour un joueur de son standing, voilà. Mais en tout cas les gros salaires c'est Tannehill, Sue et Robert Quinn, ça fait déjà beaucoup, et Rashad Jones c'est à 12 aussi, donc ça commence à faire pas mal. On passe au top 10 des free agents derrière ce petit point libre dans le cap, et alors du coup Kirk Cousins est le numéro 1, 27 touchdowns, 13 interceptions. L'année d'avant c'est 25-12, l'année d'encore avant c'est 29-11, et au niveau éval il est à 93-9 l'an dernier, 97-2 en 2016 pardon, et 2015 il était à 101.6. Alors après il a perdu des cibles au fur et à mesure aussi, il est parti quand même de Sean Jackson, c'était compliqué Pierre cette Garçon, année, Dodson qui n'a pas vraiment assuré, Crowder non plus, Jordan Reed souvent blessé, Terrell Pryor qui n'a pas été exceptionnel. Donc voilà. Kirk Cousins, numéro 1 contesté de la free agency cible, en tout cas. Alors on va mentionner qu'il y a Drew Brees, on l'a mis en 2 dans notre top 10. Officiellement il est free agent, donc on en dit un mot, il a toujours pas signé. Bon. Donc voilà. Mais Kirk Cousins est beaucoup plus jeune, donc évidemment c'est quand même un free agent. Il y a 10 ans d'écart quasiment. Oui, à vue d'œil, il doit être autour de la trentaine. Il y a 10 ans d'écart. Donc clairement, Cousins t'apporte plus de solutions sur le long terme, on va dire. Puis en plus, Cousins, il est numéro 1 parce que quarterback, mais je trouve qu'il est aussi numéro 1 parce que c'est un peu un autre domino qui fait tout bouger dans cette free agency. Il a 29 ans, Cousins, ouais. S'il part chez les Vikings, ça veut dire que Jets doivent aller drafter un quarterback parce qu'ils n'auront pas de quarterback. Enfin, c'est quand même pareil pour les Broncos, si finalement il va pas... Alors, les prétendants, on a dit que grosso modo c'était Broncos, Vikings, Jets, à un moment ils étaient dans la Cardinals. Course. Ouais. Voilà, c'était le quatuor qui ressortait, si je dis pas de bêtises. Les Cardinals, a priori, ça va être compliqué pour le signer. C'est ça, là actuellement ils ont 20 millions, les Broncos ont 23, ce qui n'est pas non plus le plus large, s'ils veulent adresser d'autres besoins. Non, en termes financiers, c'est les Jets et les Vikings qui ont la vraie Les Vikings ont 47 millions et une équipe qui est en finale NFC. Moi je comprends pas s'il y va pas. Je ne vois pas dans quel scénario le mec regarde les offres sur la table et dit, surtout qu'il a quand même pris un paquet de pognon avec les 2 franchise tags de suite. L'autre possibilité, c'est on va dire, c'est du personnel. C'est peut-être préférence de vivre à New York à Minneapolis. Aussi, tu vois, c'est choix de vie après. Ça, mais ça sent quand même bon pour les Vikings parce que après c'est 6 mois dans l'année. Ah non mais plus non mais parce que je peux comprendre, il fait moins 1000 dans le Minnesota pendant l'hiver, ça doit pas être c'est pas la vie la plus simple aux États-Unis, c'est sûr. Mais s'il veut gagner, évidemment ils disent tous ça. Bon, il y a rarement des mecs qui abordent la free agency en disant moi je suis là pour le pognon. Sinon il irait aux Browns ou aux Jets. Oui. Ah bah ouais, clairement il irait aux Browns. Mais a priori, moi je vois pas dans quel scénario, il voit pas les offres sur la table et il dit pas Minnesota quoi. Ils sont en finale, ils ont une défense qui est monstrueuse, ils ont Dalvin Cook qui va revenir de blessure au sol pour l'aider, ils ont Stephon Diggs et Adam Thielen. À quel moment le mec peut pas prendre ça quoi? Ah non, mais je suis d'accord. D'un point de vue purement footballistique, il n'y a pas photo. Après, voilà, choix personnel. Tiens, alors, est-ce qu'il va être beaucoup trop cher? Parce que je le lis partout, ça va être trop cher, ça vaut pas le coup, etc. Pour moi, c'est un franchise quarterback, je l'ai dit toute la saison. Pas un grand franchise quarterback, pas un Hall of Famer, etc. Comme tu l'as dit, il va être trop cher, parce que trop cher, mais comme quasiment tous les
comme beaucoup des joueurs en NFL. Moi, je suis désolé quand on me dit il est trop cher, je préfère regarder Blake Bortles. Je rigole, je suis désolé. Moi, je peux pas. Non. Ou quand on me dit non, il est un cran au-dessus. Il est un cran au-dessus d'Alex Smith. Il est un cran au-dessus de ces mecs-là. Je comprends pas pourquoi il est méprisé à ce point-là, parce que il a quand même réussi un exploit pour moi du côté de Washington de rester 3 ans de suite en place, de donner une sorte de stabilité à la franchise, même s'ils vont pas en playoff à chaque fois. Mais il y a une sorte de stabilité qu'ils n'avaient pas eu depuis des plombes. Donc déjà en soi, dans quand même le chantier ambiant qui est cette franchise en général, c'est quand même plutôt bien joué, avec les franchise tags, avec les trucs. Moi, je comprends pas qu'il soit pas plus reconnu ses justes valeurs. Il a 29 piges, ce qui est maintenant en âge de quarterback, au final est le milieu de la carrière. Ouais, voire même presque le début du prime, ouais. Presque, hein, parce que quand tu regardes les derniers, Ryan, tout ça, c'est ça. Donc pour moi, je veux dire, s'il est bien entouré, à Minnesota en l'occurrence, c'est solide avec Mike Zimmer et tout ça. Moi, ça me dérange pas qu'on lui donne un gros paquet de pognon et puis on discutera après. Hein. Les autres, le salary cap, il va encore prendre 10 ou 15 millions l'an prochain et puis ça relativisera l'accord. Et puis, et puis voilà, et comme tu dis, tu peux aussi arranger les contrats de manière à. C'est quand même le loisir, c'est pas la NBA où tous les contrats sont garantis avec des montants fixes, etc. Les mecs peuvent s'arranger comme ils l'ont fait avec Garoppolo pour arranger un petit peu le contrat et puis se donner quelques petites garanties quand même. Donc, et puis c'est pas un mec qui est trop sujet aux blessures. Enfin, il n'a pas en plus de gros trucs comme ça. Donc moi, je serais plutôt confiant là-dessus. Donc Drew Brees, on l'a dit. Après la suite du top n'est pas, on va dire qu'il n'est pas dans l'ordre du top 10. On a juste dit non, voilà, mais ils sont pas dans l'ordre. Ne nous tombez pas dessus. Donc Drew Brees, on mentionne. Bon, a priori, il reste avec les Saints. Ouais. Ce serait quand même un cataclysme. Oui, là, ce serait. Mais moi, c'est ce que je t'ai dit quand on prépare l'émission. Tant que c'est pas signé, je ne crois rien. Une équipe qui pète un plomb, qui lui donne 50 millions garantis sur une année, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que c'est bien de le dire, mais pourquoi il est toujours pas signé? Moi, je me méfie toujours de ces trucs-là où tout le monde dit ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire. Mais pourquoi ça se fait pas alors? J'ai l'impression qu'il est tellement attaché à New Orleans que je sais pas. C'est toujours ceux qui en parlent le moins qu'on mange le plus. Ça, c'est il est gentillet comme ça, gna. Non, mais et puis tu vas voir qu'il y a les Jets qui vont arriver avec 50 millions. Je te dis pas qu'il va accepter de signer pour 2 millions par an, hein, mais je sais pas, moi tu vois, il y a les Jets qui vont arriver avec 50 millions garantis, un show à Broadway et là il va dire j'ai toujours rêvé de faire des claquettes. Bam, j'y vais. André Norwell derrière. Tiens, j'ai mis exprès un joueur un peu méconnu en 1. Ouais. Un garde de 26 ans, titulaire solide à Carolina et un vrai bon joueur d'intérieur de ligne, comme tout le monde en a besoin. Vrai bon joueur d'intérieur de ligne qui est en progrès constant depuis qu'il est entré dans la ligue. Il n'a pas manqué un seul match depuis 3 ans. L'an dernier, je l'avais lu sur Pro Football Focus, il a quand même le mérite de n'avoir concédé aucun sac ni quarterback hit venant de sa part. Donc c'est quarterback hit, c'est vraiment quand le quarterback est mis au sol, c'est pas forcément un sac, mais il est quand même mis au sol. Vraiment avoir un point d'appui comme ça sur l'intérieur de ta ligne, quand on voit que c'est une ligue où on a de plus en plus de très bons defensive tackles qui sont capables d'aller rusher le quarterback depuis le centre de la ligne, les Fletcher Cox, les Aaron Donald. Je trouve que c'est vraiment un joueur à surveiller et à payer, quoi. Et puis les gardes en plus prennent pas tant d'argent que ça, en tout cas c'est pas des contrats délirants. Non, mais donc, ça augmente un peu. Il lâche sur Spot-Track qui est un peu un des sites numéro 1 en termes de contrats. De mémoire, il l'évalue à 11 millions par an. Ouais, quand même. Ouais. Donc, non, mais après 11 millions par an pour avoir une ligne solide. C'est ça. Moi, on a vu de toute façon on l'a vu cette année, hein, les lignes misérables. Le garde le mieux payé actuellement, c'est Kevin Zeitler qui a 12 millions par an de moyenne. Ouais, je pense qu'il peut aller chercher ça. Je pense qu'il peut aller. Donc, tu l'as dit, on l'a vu toute cette saison, les lignes offensives en difficulté ont quand même plombé leurs équipes. Donc il y a un moment. Tiens, les Colts avec leur nouveau coach, il ferait bien de commencer par là. Bah carrément, ouais. Malcolm Butler derrière. Allez, on y va sur l'homme polémique du dernier Super Bowl, mais ça reste quand même un bon cornerback. Il a 28 ans, 44 passes défendues l'an dernier, 44 passes défendues, 8 interceptions sur les 3 dernières saisons. Mais voilà, ça reste un super cornerback, quoi. Ça reste un super cornerback. Il va peut-être avoir du coup ce qui s'est passé au Super Bowl va peut-être rester un peu en point d'interrogation pour certaines équipes qui vont dire attends, qu'est-ce qui s'est passé au point que les Pats, même si c'est Bill et qu'il est spécial, qu'est-ce qui a fait qu'il s'en passe? Je pense qu'il a intérêt à travailler et à expliquer aux équipes pourquoi, parce que c'est pas une évidence non plus pour tout le monde. Mais après oui, sur le
talent intrinsèque, même s'il était un peu moins bon l'an dernier. Sur les 3 dernières années, ça reste un top 10 cornerback de cette ligue. Un playmaker, il l'a déjà montré. Il peut aller chercher. Et puis des équipes qui ont de l'argent et qui ont des soucis dans le backfield défensif, il y en a quelques-unes. Mais moi, c'est aussi pour ça que j'ai mis ça. Pas mal de defensive back en fait dans le top 10, c'est que c'est quand même dans une ligne tournée vers la passe. Maintenant, c'est essentiel. Donc ces mecs-là, ils vont prendre des contrats. Quoi. Les Colts ou les Browns, un cornerback du talent de Malcolm Butler, ça se refuse pas. Les Bears non plus. J'ai l'impression que pour chaque joueur, on va pouvoir dire les Colts, ils pourraient commencer par là. De toute façon, oui, eux. Ouais. Lamarcus Joyner, safety de 27 ans, 9 passes défendues, 3 interceptions, un touchdown, un fumble forcé en 2017. Il vient des Rams. Là aussi, joueur pas forcément le plus connu et le plus coté. Non, mais qui fait le taf, qui fait incroyablement bien le taf. Qui a lui aussi, comme beaucoup de joueurs, profité de l'arrivée de Wade Phillips quand même du côté des Rams. Il y a des rumeurs comme quoi les Rams pourraient le taguer, lui mettre le franchise tag. Ils hésiteraient au moment où on parle, en tout cas, parce que ce sera fait si vous nous écoutez quelques heures après, vu qu'on on enregistre le jour de la deadline du tag. En effet, ce serait lui ou Sammy Watkins. Moi, j'hésiterais pas à leur place, mais bon, ça après, ça reste du. Donc tu mettrais Joyner. Ouais, je mettrais Joyner pour le coup. En plus, je pense que le tag des safety est un peu moins élevé que celui des receveurs. Ouais. Donc, je veux dire. Pour moi, ça me paraît évident, mais lui aussi peut faire beaucoup de bien à pas mal d'équipes, donc ouais, je suis assez d'accord. Tiens, je vais rester dans les defensive backs. Tiens, Truman Johnson, cornerback, lui aussi vient des Rams. 65 plaquages, 14 passes défendues, 2 interceptions, un touchdown, un fumble forcé. Il a 28 piges. Il l'avait tagué l'an dernier, si je dis pas de bêtises. Il l'avait tagué l'an dernier. Donc ils vont avoir du mal à le garder cette fois-ci. Ouais, ce qui est dommage pour eux, parce qu'une doublette Truman Johnson, Marcus Peters, s'annonçait très très costaud du côté de Los Angeles. C'est vraiment dommage pour eux qu'ils n'arrivent pas à trouver de solution, parce que Truman Johnson, quand Janoris Jenkins est parti du côté des Giants, certains se sont dit on va voir qu'il n'est pas si bon que ça. Numéro 1, il a pris le poste. Edgy Gaines qui est parti chez les Bills, pareil, certains ont peut-être dit on va voir les faiblesses, et au final à chaque fois il reste au niveau. Moi, il va trouver, parce qu'un cornerback de ce niveau-là, ça trouve toujours en free agency. C'est vrai que s'ils arrivent à se débrouiller pour garder Peters, Truman Johnson et Lamarcus Joyner, ça commence à faire sympathique. Les Texans, typiquement, il manque un peu d'un gros cornerback, ça pourrait être... Chez les safety, on a Morgan Burnett aussi qu'on a mis dans le top 10, 12 matchs, 68 plaquages, 3 passes défendues, un fumble forcé. Il a 29 ans, le safety des Packers, dans une défense qui n'a pas été excellente, mais il fait le taf. Qui n'a pas été excellente, mais il fait le taf. C'est vraiment une des pierres angulaires de la défense des Packers, et je pense que les Packers pourraient regretter à l'image de quand ils ont laissé partir Kesey Hayward l'an dernier, qui a explosé chez les Chargers. Et je pense qu'avec Burnett, ils ont ce type de joueur et ils vont s'en mordre les doigts s'ils le laissent partir. Après, ils ont dit qu'ils allaient être plus agressifs dans la free agency maintenant. Écoute, moi je souhaite, normalement. On va passer à un autre poste, un petit peu, avec Sheldon Richardson, defensive tackle de 27 ans, un sac, une passe défendue, une interception, un fumble forcé et 44 plaquages. Pas des grosses stats pour lui avec Seattle. Après, on sait qu'à Seattle, c'est une forte défense et du coup, ça répartit peut-être un peu plus aussi les stats que quand il était à New York, même s'il y avait quand même du monde sur la ligne quand il était à New York. C'est quand même un joueur qui est intéressant. Qui a un potentiel. Qui a un potentiel énorme, qui peut jouer à plusieurs postes sur la ligne, donc il y a quelque chose. Mais c'est vrai que j'ai du mal à me convaitre de lui donner beaucoup d'argent. Il est à la fois dans le top 10 et à la fois dans le genre de mecs qui peuvent typiquement être classés dans les attentions, quoi. Ouais. Parce que ce genre de joueur... C'est pas pour rien que les Jets le laissent filer à un moment, quoi. Ouais, pour assainir leur vestiaire notamment. Alors après, le mec, il a l'air de pas avoir eu de problème dans le vestiaire des Seahawks, mais il y a tellement d'ego et de caractère que je pense que le vestiaire des Seahawks, si tu l'ouvres un peu trop, t'as Sherman, Chancellor, Thomas qui tombe dessus, donc je pense que tu sais où te mettre. Ce qui n'est pas forcément le cas partout dans la ligue, tu vois. Oui, Sheldon Richardson tout seul avec un paquet de pognon à Cleveland, par exemple... Pas serein, tout seul avec un paquet de pognon à Indianapolis, pas serein non plus, tu vois. Donc, bien encadré. C'est super compliqué en fait, parce qu'il faut trouver une équipe qui peut l'encadrer, mais en général, c'est des équipes qui réussissent déjà et qui ont déjà du monde. Mais du coup, typiquement, les Texans qui ont de la thune, pourquoi pas renforcer encore plus leur ligne défensive, entouré de Watt, Clooney. Tu vois, il irait pas faire le malin, il serait pas tout seul. Ah ouais, là, ça devient violent comme ligne défensive. Bah ouais, mais en même temps, il faut aller chercher Mais là, on salue Raoul Villeroy, ça lui ferait plaisir. Une équipe avec que des defensive tackles et des pass rushers. C'est son rêve. Non, mais bon, pourquoi moi, je me dis. Au premier tour, au deuxième tour, à la free agency, je construis mon équipe avec des pass rushers. Et après, on voit. Ou les Titans, peut-être. Les Titans, ça peut... Encadré par... Bah non, il n'y a plus de Dick Lebeau, un peu cette stature. Ouais, je sais pas. Non, je regardais, sinon...
Ou alors dans les Panthers, dans un autre genre, ça peut être le genre d'endroit où il s'épanouit, tu vois, avec des forts caractères, mais où il est un peu cadré par Ron Rivera, où ils ont une certaine liberté. Non, c'est vrai. Et c'est le genre d'équipe qui aime bien les gros defensive linemen, donc surtout qu'ils vont peut-être perdre Star Lotulelei, donc ça pourrait compenser. Toujours dans ce top 10, on a Nate Solder, 29 ans, offensive tackle. Je tenais à le mettre parce que déjà, il y a très peu de left tackle. Voilà. Et du coup, il est le meilleur disponible. Et on sait à quel point cette position est importante. 16 titularisations l'an dernier, 98 titularisations depuis 2011 pour protéger Tom Brady. Donc ça veut dire qu'on lui fait confiance quand même. À mon avis, il prend le pactole. Si les Patriots veulent pas s'aligner, ils ont que 13 millions de marge. Ça va être compliqué de le garder. Comme tu dis, pour moi aussi, les top 10, pas forcément pour le talent intrinsèque du joueur, mais parce qu'il est le meilleur left tackle de cette free agency, qui est le poste le plus important de la ligne offensive, et qu'à partir de là, une équipe va lui donner le contrat. Il a eu quelques petits problèmes de blessure, mais l'an dernier, il arrive quand même à jouer ses 16 matchs, donc ce qui montre qu'il a réussi un peu. Enfin, les pépins physiques sont peut-être derrière lui. Et puis, c'est un joueur qui est déjà à New England, il le dit souvent, qui a beaucoup de. Pas que du charisme, mais qui a un vrai leadership, donc c'est important. Et au-delà de ça, c'est un joueur qui est fiable. Il est jamais mauvais, en fait. Il est toujours d'une constance. Et pour un left tackle d'une constance. Mais on l'a dit, il y a tellement d'équipes qui sont en galère là-dessus. Et là, pour le coup, effectivement, moi, je pense qu'une équipe va lui donner le pactole parce qu'elle va tenter d'avoir un left tackle. Alors, je regarde pour toi, les Giants, on a dit qu'ils ont combien ? Non, ils n'y arriveront pas. Ils ont 23 millions. Non. Ils sont à combien les left tackles ? Parce qu'il y avait eu une grosse inflation à un moment. Ouais, non, moi j'ai envie de te dire. Ils sont le mieux payé à 13 millions. On va le dire, on va encore le dire, mais les Colts, pour protéger Andrew Luck, ça serait peut-être intéressant d'envoyer un Nate Solder. Si leur nouveau GM est un peu lucide, oui, ça pourrait être intéressant. Et c'est vrai que derrière qui on pourrait avoir. Les 49ers, ils pourraient aussi. Leur left tackle, j'ai plus le nom en tête, mais c'est pas. T'apportes un upgrade tout de suite. Oui. Il y a des équipes qui en ont déjà un où ce sera un upgrade en effet. Les Rams, c'est qui est à gauche maintenant ? Il est arrivé des Bengals contre Whitworth, qui a fait une super saison, donc là j'irai pas forcément. Après, qui est pas tout jeune. Donc tu peux te signer un soldat de 29 ans et déplacer Whitworth à droite. Oui, tu pourrais. Tu peux te faire un truc sympa. Bon, voilà pour le top 10. Petit jingle et on passe aux bonnes affaires. Allez Camille. Les bonnes affaires possibles de cette free agency. Alors là, c'est une liste très subjective. On a essayé de mettre un petit peu dans l'ordre ce qu'on voulait. Ton premier, celui que tu aimais bien, toi, c'était Nigel Bradham. Ouais, le linebacker des Eagles qui a fait une super saison un peu de façon à l'image de toute cette défense de Philadelphie. Qui a vraiment un linebacker plus pour une défense 4-3, donc qui ne va pas forcément convenir à toutes les équipes. Mais très bon contre la course, certains instincts contre la passe, qui ne devrait pas être trop cher non plus. Voilà, moi je trouve que c'est le genre de joueur, tu le fais venir, tu sais ce qu'il va t'apporter. Ça va pas être le plus flashy, mais c'est typiquement une bonne affaire parce que tu vas réussir à le signer à un prix intéressant. Il a 88 plaquages, un sac et 8 passes défendues et un fumble forcé. Ouais, donc c'est plutôt complet. Typiquement, je prêche pour ma paroisse, mais en 4-3, chez les Giants, le genre de linebacker, ça pourrait faire du bien, même si on va peut-être passer en 3-4. Ouais. Mais tu vois, moi, dans le même genre, j'avais Zach Brandt des Redskins qui a 127 plaquages, 2 sacs et demi et 2 passes déviées l'an dernier. Il a 28 piges. C'est pareil, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on paye plus beaucoup les linebackers pour le coup. Ouais, surtout ceux qu'on. Il y en a quelques-uns très bien payés, les Quickly, etc. C'est ça. Et autour, tu as toute une flopée de bons linebackers qui passe un peu inaperçu maintenant. J'ai l'impression que. Alors, tu vois, là, c'est des pass rushers. Il y a Von Miller. Là, c'est plus des pass rushers. Ouais, les salaires. Là, j'ai des outside. Ouais. Les gros salaires, c'est vraiment des outside. Parce que le mieux payé chez les inside, c'est Luke Kuechly, donc tu disais à 12 millions par an. Et derrière, je me retrouve encore. J'ai Bobby Wagner à 17. Alec Ogletree à 10,6. Christian Kirksey à 9,5. Là, on passe en dessous. Tu vois, typiquement pour moi, un Nigel Bradham, tu peux l'avoir à 8 millions. Il y a 8 millions, un joueur solide à l'intérieur. Brown, pareil, c'est vraiment ces tarifs-là. Je trouve que c'est des tarifs intéressants. Quoi. Chez les defensive tackles, Star Lotulelei, Don Taripo. Star Lotulelei, moi j'aime bien. Il a toujours été constant du côté des Panthers. C'est pas ultra flashy, mais c'est un vrai. C'est l'image, je trouve, du defensive tackle que tu as en NFL. C'est le mec qui va être solide. Il va apporter ce qu'il faut au centre de la ligne. Et tu as des équipes qui en auront besoin. Don Taripo, je suis un peu plus en y repensant. C'est vrai, moi je l'aime bien pour le coup. Il va coûter plus cher, c'est ça le problème.
Il y a ça et il y a du talent. Et en fait, moi, ce qui m'embête un peu, c'est qu'il était un peu en difficulté à la fin chez les Chiefs. Il se relance bien sur un contrat d'1 année chez les Falcons. Ce genre de profil Tu vois ce que je veux dire ? Je vois. Il va aller chez les Colts, il va prendre des millions, il va rien faire. Il va refaire un contrat d'1 année derrière. Don Taripo, j'ai peur, c'est le genre de mec, tu l'envoies à Tampa Bay en Floride. J'ai peur qu'il en branle pas une. Oui, ce serait le Chris Baker de cette année. Voilà. Donc, mais je sais pas, j'aime bien le potentiel du joueur. Je suis d'accord en termes de potentiel. J'aime bien aussi, le potentiel du joueur. Justin Pugh sur la ligne offensive, tu trouves que ça pourrait être une bonne affaire ? Alors toi lui, qui pour l'as le coup, côtoyé. tout dépend de la santé. Enfin, vraiment, pour le coup, c'est une bonne affaire dans le sens que c'est un joueur qui est capable aussi bien de jouer tackle que guard, ce qui sur une ligne, avec tous les blessés qu'il y a, meilleur guard que tackle quand même. Ouais, meilleur guard que tackle sans aucun doute, mais en cas d'épannage sur un match, si tu as besoin de le balancer tackle, tu as cette polyvalence qui est très intéressante. Mais il y a ce problème de santé. L'an dernier, il joue que 8 matchs, l'année d'avant 11, et en plus, il joue de moins en moins de matchs plus les saisons avancent. Depuis sa saison, il y a seulement en saison rookie où il a joué ses 16 matchs. Depuis, il en joue de moins en moins. Pour des problèmes différents, dos, hanche. Ouais. Mais par contre, à santé, je pense que c'est un bon ajout en termes de guard, de polyvalence, tout ça, c'est une bonne affaire. Mais qu'est-ce qu'on a du coup derrière ça ? On a parlé, je vais vous parler. Moi, là où je pense qu'il peut y avoir des bonnes affaires, on parlait de postes qui sont pas trop payés, c'est coureur et tight end. Même si tight end, il y en a quelques-uns qui ont flambé, mais coureur, il y a Carlos Hyde et John Lewis qui sont disponibles. Je pense que Carlos Hyde, ça peut être pas mal. Si tu as une ligne, même sans d'ailleurs, il avait quand même pas mal couru en début d'année avec les 49ers. Il avait plutôt bien fait le taf. Comme tu dis, c'est des coureurs de comité. Tu vas peut-être pas leur donner toute la charge. Mais à l'image un peu de ce que les Eagles ont réussi à faire cette année en ayant deux coureurs profils différents, Blunt, Ajayi. D'ailleurs, il y a Logan Blunt qui est disponible. Ouais, c'est le genre de joueur, c'est des joueurs intéressants, des pas trop chers. Et effectivement, un Carlos Hyde, un Dion Lewis, dans beaucoup d'équipes, je pense que ça peut être. Et puis chez les tight ends, il y a Tyler Eifert et Trey Burton qui sont les deux têtes d'affiche. Alors Eifert, c'est très lié à la santé, parce que c'est un très très bon tight end quand il est là. C'est vraiment de la santé. Hein. Trey Burton, moi je l'aime bien, je l'ai mis 3ème dans top 5 Free Agency sur le site receveur tight end. J'aime bien parce que c'est un jeune tight end très solide physiquement, bon bloqueur, bon à la réception du côté des Eagles, qui a été barré en fait par Zach Ertz, qui est tout simplement tombé sur un jeune tight end encore plus talentueux que lui, mais ça ne veut pas pour autant dire que lui ne l'est pas. Les quelques matchs où il a eu à remplacer Zach Ertz, il l'a très bien fait, j'ai trouvé. Je pense que ça peut être vraiment un tight end qui, dans un schéma offensif intelligent bien pensé, peut exploser. Et typiquement, moi, je le verrais très très bien chez les 49ers. Sous Kyle Shanahan, avec Garoppolo. Enfin voilà, c'est le genre de mec que je verrais bien exploser là-bas. Donc ouais, moi c'est... Un dernier pour les bonnes affaires. Est-ce que Teddy Bridgewater peut être une bonne affaire ou alors est-ce que c'est une énigme ? Parce que alors, ça peut être une bonne affaire si tu le prends sur un contrat d'1 an pour très peu, quoi. De toute façon, je pense que lui, le pauvre, même dans sa tête, je pense qu'il se fait pas trop de doute sur le fait qu'il signera pas beaucoup plus que... un an ou deux, quoi. Pas beaucoup plus. Ouais, bonne affaire, je sais pas. En tout cas, c'est un pari. À mon sens, moi, j'aimais bien ce qu'on avait un peu vu de lui. J'y ai toujours un peu cru. Donc, à mon sens, ça peut être la bonne affaire, ouais. Il était à combien ? Attends, je vais vérifier ses stats de la dernière saison où il joue. Elles sont pas flamboyantes, hein, mais... Il a 14 touchdowns pour 9 interceptions en 16 matchs. C'est pas... Non, c'est loin d'être flamboyant, mais c'est pas beaucoup plus mauvais que ce qu'un Garoppolo a fait sur 7 matchs non plus, tu vois. Ouais, 14-9 sur 16 matchs, c'est pas beaucoup quand même. Non, mais je suis d'accord. Hein, mais tu vois, si les Jets n'arrivent pas à tirer Cousins, est-ce que ça vaut pas le coup de tenter un one-year deal avec Bridgewater pendant que tu draftes un autre qui attend derrière ? Oui, non, mais clairement, après, faut voir. Mais c'est vrai que. Après, c'est les genoux, hein, ça, de toute façon, là-dessus, je pense qu'au tir d'entre tout. C'est ça. On va passer aux joueurs à éviter. Les joueurs à éviter, alors là on se mouille un peu, on garantit rien évidemment, vous pourrez nous retomber dessus après. Sammy Watkins, on n'en a pas parlé, les Rams hésitent à le taguer. Je l'ai mis dans les joueurs à éviter parce que j'ai du mal à y croire. Il est tellement irrégulier, on nous en avait tellement promis que je lui donne pas un paquet de pognon, quoi. Non, c'est ça, en fait c'est dur parce que même moi je l'ai fait un peu dans mon classement, je l'ai quand même mis 2e chez les receveurs tight end, même sur le potentiel, cette classe est un peu faible au passage de free agent à ce poste-là. Attends, il a 39 réceptions, 593 yards et 8 touchdowns. Ouais, mais après, si tu regardes sur le reste de ces saisons, il y a toujours un minimum de taf
fait, tu vois. Ouais. Mais après, je suis d'accord, faut peut-être plus l'aborder dans le sens Watkins star, va être mon receveur numéro 1. Faut peut-être plus l'aborder. Et d'ailleurs, c'est là dans l'attaque des Rams qui a explosé. C'est pas terrible de faire ça chez les Rams. Bah, c'est ça. C'est pas terrible, donc ça rassure pas. Mais d'un autre côté, il a 25 ans, il a du potentiel. En fait, j'ai envie de te dire à éviter suivant le prix, quoi. C'est ça. Moi, c'est juste qu'il faut lui donner l'argent d'un receveur numéro 2, quoi. Ouais, c'est ça. Kyle Fuller, cornerback. T'étais pas très confiant. Alors, il y a du potentiel chez Kyle Fuller, mais pour avoir vu pas mal de matchs des Bears, pour avoir lu aussi beaucoup ce que les fans en disent, il est quand même hyper frustrant. Il a jamais atteint le potentiel attendu par les fans des Bears. Et j'ai un peu peur que ce soit le genre de mec qui arrive à obtenir un beau contrat parce que cornerback, parce que jeune, mais qu'à la fin, tu le sentes un peu, tu te fasses un peu avoir, quoi. Mohamed Wilkerson, on a parlé de son pote Sheldon Richardson tout à l'heure. Ouais, tu vois, c'est pareil. Wilkerson, c'est le genre de mec, les Jets veulent pas le re-signer, c'est un sale caractère. Le talent, il est là, il n'y a pas de question. Mais d'année en année, il est de moins en moins bon. Ça a l'air d'être une grosse feignasse. Pour moi, ça a évité. Et il y a des équipes type, on va revenir sur eux, mais Tampa Bay. Toujours. Tampa, c'est l'équipe type qui va lui filer un contrat et qui va se retrouver derrière à manger ce contrat pendant 4 saisons sans savoir quoi en faire. J'imagine la tête de Gerald McCoy qui va voir ce mec-là arriver, qui verrait ce mecque-là arriver dans son vestiaire. Tu vois, Wilkerson, ou alors faut être sûr que tu puisses l'encadrer et le remettre d'aplomb. Mais quelle équipe aujourd'hui offre? Là, je repense juste à Gerald McCoy. Du coup, je me disais qu'il faudrait le libérer de cet asile de dingue dans lequel il est bloqué, parce que ça a l'air d'être le seul mec sans esprit là-dedans. Excuse-moi, du coup, Wilkerson. Non, mais voilà, Wilkerson, il faudrait lui trouver une équipe capable de l'encadrer, de le remotiver. Mais qui est capable de faire ça? Sans doute, il y en a. Il y a sans doute une équipe qui serait capable. Et de toute façon, une équipe va le tenter. Oui, mais il faut pareil, le moins possible. Pour moi, le moins de thunes possible. Derrière, on a du quarterback. Alors là, on a beaucoup de quarterback. On a Sam Bradford. Bon, alors là, j'ai même pas besoin de m'expliquer. C'est le genou de cristal. Ce mec est quand même. Je pense qu'en termes de salaire. Mais c'est qui va le trouver le contrat. C'est ça. En termes de salaire, c'est un des plus grands escrocs. J'ai une mouche qui me tourne autour. C'est un des plus grands escrocs de l'histoire de la NFL. Il a pris des contrats de malade. C'est un des derniers à prendre des contrats rookies gigantesques. Et derrière, il prend toujours des gros contrats. Il trouve toujours. Il arnaque les Eagles. Et par miracle, il se fait renvoyer dans le Minnesota contre un premier tour en plus. Enfin, il trouve toujours. Il a un prix. Je suis en train de chercher son salaire global en carrière parce que je suis sûr qu'il y a un truc qui doit être hallucinant et qu'on va tous pleurer. Il est où l'an dernier, il a gagné combien, l'ami mais là, il n'est pas sous contrat, c'est pour ça que je ne l'ai pas. Attends, je vais me faire Sam Bradford gain en carrière. Parce qu'il doit avoir il doit avoir cumulé un truc incroyable, Sam Bradford. Non, mais comme tu dis, c'est aussi un côté blessure, quoi. Évite avec lui. Après, à éviter d'un autre côté, en quarterback numéro 2. Tu sais combien il a gagné en total dans sa carrière? 114 millions déjà. Ah, quel homme. 114 millions. Total cash, il avait pris un bonus à la signature de 17 millions en 2011, qui était sa deuxième saison. Et derrière, il prend 6 millions, 9 millions, 14 millions, 12 millions, 7 millions, 11 millions, 14 millions. Il va trouver un petit... Mais bon, non, mais encore une fois, le mec, on sait à peine pourquoi il n'a pas joué d'ailleurs la fin de l'année, parce qu'il se blesse en semaine 1, c'est censé durer 2 semaines. Et en fait, parce qu'après, derrière, ils ont décidé de garder Keenum. Ouais, mais il revient jamais dans l'effectif. Même Bridgewater, qui avait un genou arraché, il est revenu, quoi. Donc, pourquoi il revient même pas dans l'effectif? C'est quand même bizarre. Donc, Bradford, on n'y touche plus. Je vois pas mais comme tu dis, très peu remplaçant. Voilà. AJ McCarron. Alors lui, je sens nos amis Browns. Tu l'aimes bien, les Browns ont déjà essayé de le faire venir en échange l'an dernier. Deuxième et troisième tour, ils étaient prêts à mettre sur la table. Là, il est libre. Ils n'auront pas Kirk Cousins a priori. Ils ont 110 millions. Et puis ils ont viré Sashi Brown qui avait visiblement saboté le truc exprès pour leur éviter de faire une connerie. Je sens que nos pauvres Browns vont se faire avoir. Et moi, je suis désolé, mais un quarterback qui n'a jamais été capable de mettre en difficulté Andy Dalton, parce que c'est même pas le fait qu'il l'a pas mis sur le banc, c'est qu'en fait tu peux lire tout ce que tu veux, tous les insiders des Bengals tous disent qu'il n'a jamais mis en danger Andy Dalton,
Et je trouve que s'il n'est pas capable de mettre en danger Andy Dalton, est-ce que tu vas en faire ton quarterback numéro 1 ? Dans le meilleur des cas, c'est un mec qui est ultra moyen, quoi. Parce qu'on avait l'échelle d'Alex Smith, ça pourrait être celle d'Andy Dalton. Meilleur des cas, et pour moi, c'est un quarterback numéro 2, mais il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a que 32 places de quarterback dans la ligue. Donc, non, mais parce que tu vois, tu parles de Dalton. Dalton, c'est grosso modo le mec qui est pile poil assez bon pour être titulaire, mais pile poil pas assez bon pour te faire gagner des matchs, grosso modo, et qui est juste assez bon pour te faire hésiter à changer parce que tu te dis si on se plante derrière. Non mais voilà, donc, et pour moi c'est clairement enfin ça a évité d'autant plus parce que je crains que ce soit les Browns qui se fassent encore pourrait faire mal. Où est-ce qu'on met Case Keenum ? Il est à éviter ou il est dans les énigmes ? On a fait une dernière petite catégorie énigme. Moi j'irais plus énigme. Ouais. J'irais plus énigme. J'ai peur qu'en dehors du cadre de Minnesota où tout était impeccable. Ouais. Non, mais... Sur le plan sportif, je parle même pas du. Il y a beaucoup il y a de quoi avoir des interrogations. D'un autre côté, tu vois, il a quand même fait une vraie bonne saison pour le coup. Il arrive aussi à un âge de mémoire, il a 20. Il doit avoir la petite trentaine. Ouais, donc à quelque part, tu vois, si pour Cousins on dit que c'est le début de son prime. Oui. Case Keenum peut avoir mis du temps aussi à se lancer, tu vois, c'est pas... Cousins a 30 piges. Il est à 22 touchdowns pour cette interception la saison dernière. Après, là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que Cousins, il a 3 bonnes saisons. Keenum, il en a une. Oui, non, mais c'est pour ça que Cousins, c'est aussi numéro 1 et pas Keenum, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est que si on considère que les quarterbacks maintenant entrent dans leur prime vers 29-30 ans, est-ce que Keenum, il peut pas juste... est-ce que le déclic peut pas avoir eu lieu cette année, tu vois ? Enfin... Oui, c'est vrai. C'est pour ça que moi je le placerai en énigme. C'est que je suis pas certain qu'il se plante, mais je suis pas certain qu'il réussisse. Disons qu'il faudra quand même, ça reste, même s'il a été bon, ça reste quand même un quarterback moyen plus, on va dire. Oui, qui était aussi bien entouré, tout ça. Voilà. Faut pas... Donc, faut pas. J'espère pour lui aussi qu'il aura la lucidité de pas dire tiens, les Browns me tendent un gros truc ou telle équipe me tend un gros truc et j'y vais. Et du coup, il y a personne autour de lui. Et il se fait massacrer. La dernière rumeur bien truc autour de Keenum, c'est les Broncos. Ce qui serait pas. Ce qui peut avoir du sens pour les deux équipes parce que lui, il y a quelques armes. Les Broncos n'ont pas trop d'argent et ça peut leur permettre de drafter, de couvrir derrière. Après, ils avaient du mal sur la ligne. Ouais, c'était un peu en progrès. Ils avaient du mal aussi parce que je pense qu'ils avaient des tanches au poste de quarterback et qu'à un moment, quand ton quarterback est vraiment mauvais, ta ligne. Moi, c'est vraiment ça. J'ai juste peur pour lui. J'espère pour lui qu'il choisisse quand même une franchise où il est un minimum entouré. Je veux juste pas qu'il se fasse ratatiner. C'est pour ça que je trouve que les Broncos pourraient avoir un peu d'intérêt dans ce dossier, les Broncos, quoi. Tu vois, typiquement, je regarde des franchises. En même temps, j'ai l'impression que c'est marrant, mais il y en a plus tant que ça. Il n'y a pas tant d'équipes que ça, ouais. On recherche vraiment de quarterback, j'ai l'impression, parce qu'avec la cuvée de quarterback. Il y a les Browns, il y a les Jets, très bien. Qui ont du coup des choix de draft très hauts, donc ils peuvent aussi se tourner vers ça. Les Jets aussi, ça peut être intéressant. C'était un peu en progrès au niveau de la ligne offensive, mais ça manque. Je sais pas, pour eux là, ce serait McCambis un peu quand même. Faut qu'ils cherchent un truc à très haut potentiel et qu'ils se relancent une bonne fois pour toutes. Même pour l'ambiance dans la franchise et tout ça, il faut un mec drafté, un Mayfield. Non, mais tu vois, Broncos, moi, ça me paraît être la plus. Oui, ça a du sens parce qu'ils ont quand même une fenêtre de tir encore légère. Broncos ou les Vikings, s'ils n'arrivent pas à signer Cousins. Oui, après voilà, il peut rester là. Tu vois, il peut rester, clairement, il peut rester. Dernière en énigme, j'avais Jimmy Graham qui va être libre quand même. Alors on avait Jimmy Graham, meilleur tight end de la ligue chez les Saints, et puis Jimmy Graham, beaucoup plus discret chez les Seahawks. Je sais pas lequel est disponible. On va quand même rester sur la dernière. On va quand même rester sur la dernière impression. Ouais, même s'il sort d'une bonne saison en termes de menaces, ou dans la red zone, il est à 11 touchdowns cette année, si je dis pas de bêtises. Il a un peu retrouvé de trucs. Être utilisé parce que c'est pas un tight end qui bloque, donc tu peux pas l'utiliser dans une équipe qui a besoin d'un tight end qui fasse des blocs. C'est un gros receveur. Mais en menace, en red zone, chez des Ravens, chez des. Après, on commence à parler d'Arturo Saints. Chez Saints typiquement, oui, là, ça a du sens. Personne qui sait mieux que l'utiliser que lui. Non, mais clairement, ça a du sens. Ouais. A priori. Voilà donc pour ce petit tour de la Free Agency, on termine avec vos questions. Le retour de la casquette et des questions. Et la question. Merci à vous évidemment pour vos questions comme toutes les semaines. Enfin, tout là, du coup, forcément, on n'était pas là toutes les semaines. Mais ça va reprendre. Alors, question de pare-brise. Pas très originale, mais vous êtes Kirk Cousins. Où signez-vous entre Denver, Minnesota ou New York? On l'a dit, Minnesota. Puis j'aime bien le froid, moi. J'étais très content quand il neigeait à Paris.
Papa Lions, Dantaripo Lions pour remplacer un Ngata vieillissant, possible ou trop cher? Possible. Possible, ils ont 26 millions. Possible et clairement intéressant. Ouais. Clairement. Question suivante, Raphaël. Question de Noé Tardin. Selon vous, à combien de pourcentage estimez-vous la probabilité que McCarron fasse une bonne saison? On est très très peu convaincus, Ouais, on l'a dit là juste avant. 20%. Hawks number 12, si Seattle trade ses joueurs, que vaudrait-il selon vous individuellement? Bennett, Thomas, Sherman. Qu'est-ce qui deviendrait en gros s'ils n'étaient pas à Seattle, quoi? Pareil, tout dépend de la situation, mais apparemment Thomas y garde. Sherman, bon, sauf surprise, ça devrait rester quand même. Franchement, ils ont tellement de talent, ces mecs-là, que pour moi, ils réussissent partout où ils vont. Hein. On est d'accord. Sherman est cher et a pas mal. Si tu libères, tu gagnes pas mal de place rapidement. Donc il reste un player, un joueur il reste bougeable. Mais il reste bougeable. Bon, mais je suis d'accord. Alors, Thomas, par exemple, moi, je le veux dans mon équipe tous les jours. Hein. Oui, ouais. Donc n'importe où, il n'y a pas de souci. Alors, question de Jean Bassoncourt. Seattle a besoin d'un running back. Blunt est disponible. Vous y croyez? Là, on resterait dans la tradition du running back costaud. C'est l'idéal pour suivre Marshawn Lynch, puisqu'il cherche toujours son successeur. J'ai l'impression il peut avoir moins de portée qu'un Marshawn Lynch quand même. Oui. T'as besoin de l'associer quand même. Lynch, je pense que c'était efficace. Mais d'ailleurs, même quand il gagne chez les Patriots le titre, il est aussi en comité. Ouais. Je pense que c'est un coureur qui a besoin d'être en comité. Mais oui, à Seattle, en premier, à Green Bay en premier. En comité de coureurs, il ferait du bien à beaucoup d'équipes, c'est sûr. Il faut qu'il reste à Philly pour pas grand-chose. Ouais, s'ils peuvent le garder pour lui, c'est mieux. Hein, c'est sûr. Fidel Gastro, quelles sont selon vous les options les plus probables pour le poste de quarterback aux Cardinals? C'est vrai qu'eux non plus, je crois, plus personne sous contrat. Hein. C'est vrai, on n'a pas pensé aux Cardinals. Cousins met trop cher, Bridgewater, Bradford mais injury prone, sujet aux blessures. Keenum ou McCarron, meilleure option en free agency ou en échange à monter à la draft. Pour prendre qui? Ils sont un peu en reconstruction, non? Ils sont un peu en reconstruction. Je sais qu'il y a du talent dans l'équipe, mais je sens une vibe moyenne. Nouveau coach. Après, là, dans les noms qui disaient, effectivement, Bridgewater et Keenum sont deux paris que les Cardinals peuvent prendre. Cousins, j'y crois pas. Tu draftes et tu prends Keenum ou Bridgewater en attendant, parce qu'ils sont un peu trop hauts dans la draft pour peut-être avoir, de ce que j'ai vu... Après, ils montent, c'est ce que disait. S'il y a un mec qui leur plaît vraiment. Ouais, mais il faut pouvoir monter, c'est toujours pareil. Il faut trouver l'équipe qui veut échanger. Les Giants sont vendeurs apparemment, puisque Eli Manning a encore 10 bonnes années devant lui. Ouais, les smoke screens avant la draft. Moi, je me méfie. J'espère, parce que je me méfie quand même. Là, le charme sur Eli Manning depuis un mois, là, il est génial, il lui reste 3 ans. Non, il est au top. Mais tu vois, tu dis monter, mais monter, c'est pas évident, parce qu'avec les Browns qui peuvent sélectionner au premier, les Giants aussi au deuxième, un quarterback. T'as les Broncos en 5 qui peuvent sélectionner un quarterback. Faut passer devant beaucoup de monde pour t'as les Browns qui ont 1 et 4. Donc s'ils prennent un quarterback en 1 et qu'ils n'ont pas envie de... S'ils le prennent en 1. Voilà. Ils sont capables de pas le prendre en 1 et de le prendre en 4. Du coup, tu vois, pour les Cards, c'est pas... je trouve qu'il n'y a pas tant d'équipes. Pour monter devant les équipes susceptibles de prendre un quarterback, il n'y a pas tant de marge que ça. C'est un autre sujet, mais je suis en train de m'imaginer un scénario où les Browns prennent Barkley en 1. Derrière, il y a Rosen et Darnold qui partent. Et du coup... Darnold via un trade, tu vois. Via un trade. Et du coup, ils prennent Mayfield en 4 et ils repartent avec Saquon Barkley et Mayfield qui sont genre les deux noms les plus glamour quasiment de la draft. Mais tu me diras, ça me rappellera l'année où ils sont partis avec Trent Richardson et Brandon Whedon. Ouais, il y a l'air d'avoir un peu plus de talent du côté de Barkley et Mayfield du peu que j'ai vu et lu. Mais déjà, à l'époque, ça m'a l'air un poil plus talentueux quand même. Hein. C'est marrant, à chaque fois qu'ils ont 2 choix de draft dans le premier tour, depuis qu'on a le site, ils choisissent toujours un quarterback. Il y a l'année où ils ont pris, et à chaque fois le quarterback en deuxième d'ailleurs, parce qu'ils avaient fait Richardson Whedon, et il y a une année où on fait le direct où ils prennent un corner qui a rien foutu. Justin Gilbert. Et derrière Manziel un peu plus loin. Donc, on se souvient de toutes les années où les Browns ont eu 2 choix au premier tour, ce qui est quand même... Il y en a souvent. Il y en a souvent. Du coup, je ne sais même plus sur quelle question on était parti. C'était les Cardinals qui font venir en quarterback. C'est très bizarre quand même la situation de cette équipe, parce qu'ils ont un super coureur avec David Johnson, ils ont encore un bon Larry Fitzgerald qui a l'air de... Il n'a pas encore prolongé officiellement d'ailleurs. Non, je crois pas. Il n'a pas encore dit qu'il continuait. Il y a des playmakers en défense, il y a Chandler Jones, etc. Mais je sais pas, ça manque de liant et tu te dis qu'il y a quand même un truc qui n'est pas encore tout à fait construit, quoi. Ouais.
La suite, allez vas-y j'enchaîne puisque je l'ai déjà ouverte. Godgers is among us. Salut l'équipe, mettez-vous à la place du nouveau GM des Packers. Oh, c'est une insulte. Vous devez réussir une FA agressive. Quel poste joueur ciblez-vous? Quelle résolution au dilemme Nelson Cobb? Quel contrat pour Godgers? Et évidemment, que faites-vous de Brell Hundley? Oh, c'est méchant. Merci et bonne continuation. Alors Rodgers... déjà, a priori, je restructure pas mal de contrats parce qu'avec 15 millions, j'ai ils ont pas beaucoup de place. Une place de fou quand même. Hein. Alors, Rodgers, c'est assez simple. Moi, je lui donne à peu près tout ce qu'il veut. C'est le meilleur quarterback du monde. Oui, bah, je lui donne 1 million de plus que le meilleur contrat et puis voilà. Comme ça, il est le mieux payé et c'est réglé. Moi, je lui donne le chèque avec la signature dessus. Je lui dis débrouille-toi avec. Tiens, voilà mon premier-né. Hop, ça y est. À la preuve, ils ont gagné un Super Bowl depuis qu'il est là. Donc, Moi, je lui mets dans le contrat. Alors, tu vois, on s'engage à ce que j'appelle mon premier fils Aaron. Voilà, tu as tout comme ça, c'est bon. Allez, pas du tout, mais comme ça. Donc non, non, mais je suis d'accord avec toi. Ils vont prendre le contrat de Cousins, ils vont rajouter quelques millions et puis ça fera l'affaire. Il faut restructurer. Moi, je trouve qu'ils se sont mal embarqués déjà dans cette free agency en donnant autant à Davante Adams, qui n'est pas un receveur que je trouve transcendant. Et alors, franchement, je voudrais pas être mauvaise langue, mais pour une équipe qui se touche à nous parler tout le temps de sa gestion hyper prudente, de construire par la draft, etc., ils sont quand même bien coincés niveau salarié cap. Et ils ont quand même rarement ramené des mecs transcendants. Donc, comme tu dis, le duel là, qui était demandé Nelson Cobb, faut en garder qu'un des deux. De toute façon, voilà, tu vas pas signer les deux, ça sert à rien d'avoir. Tu gardes Randall Cobb, c'est le plus jeune. Oui, et moins de problèmes physiques que Nelson de mémoire, parce que Nelson il se fait les croisés il y a 2 ans. Ouais, il était bien revenu quand même. Ouais, il revient bien, mais non, bon. Plus vieux avec un passé de blessure, donc tu gardes le plus jeune. Et puis sinon, tu fais venir en défense. Hein. Bah c'est ça. Hein. De toute façon. Attends, j'ai un trou. Ils ont viré Capers. Ouais. Ah oui. J'ai eu un Walker l'espace d'une seconde. Tu re-signes Burnett et tu fais venir en défense sur la ligne défensive. Là, pour le coup, t'es obligé. Hein, mais comme tu dis, il va falloir virer Nelson. Faut restructurer avec 15 millions. Il faudrait peut-être aussi entourer avec un vrai jeu au sol. Ça devient aussi. Mais finalement, paradoxalement. Ou alors t'as 15 millions, t'offres les 15 à Le'Veon Bell et tu vois ce qui se passe. Hein. Oui. Rodgers, Le'Veon Bell, tu dis allez, all-in. Mais il sera tagué malheureusement. Ça aurait été incroyable. Tu l'échanges avec les. Non, mais tu vois, moi je trouve que c'est significatif de l'état de cette franchise, c'est que ils sont quand même dans le dernier tiers au niveau du salary cap, et pourtant j'ai l'impression qu'ils sont pas si fournis que ça en effectif. Et c'est là où il y a un vrai problème de GM, parce que j'ai l'impression qu'en gros, et c'est là aussi où tu vois l'influence de Rodgers, c'est que tu te dis finalement, tu peux à peu près tout péter autour. Il n'y a pas de jeu au sol, il n'y a pas de défense, il y a 3 bons receveurs très bien, mais dont il est quand même en partie responsable de les faire briller, parce que les mecs changent, les Davante Adams, les Geronimo Allison, ils arrivent, ils lui relancent et c'est bon. Il n'a pas de tight end de premier ordre. Non, c'est vrai. Au final, cet effectif, il est super. Moi, c'est pour ça que je donne ce qu'il veut à Aaron Rodgers, parce que c'est grâce à lui qu'on est là. Hein. Donc, c'est grâce à lui qu'on existe. Hop là, allez, question de Bernard FA. La NFL est-elle selon vous en train de s'inspirer de la NBA avec tous ces trades qui ont de plus en plus lieu? Voilà. Moi, je pense qu'elle est en train de s'inspirer de nous, non? Ça, depuis le temps qu'on le dit, de toute façon. On va pas être modeste. Ça fait quand même des années. Je pense qu'on peut le dire un peu à l'encontre de Grégory et Raoul, qui ne sont pas là en plus, que nous, on est quand même très team échange, vivons dans le présent. C'est vrai. Donc nous, on est d'accord. Hein. Question de LOS 75. Comment les Browns, qui ont le plus gros cap space, une équipe qui prend une tournure, peuvent-ils passer à côté de Cousins, annoncé comme une valeur sûre? Très simple, il va pas avoir envie d'y aller. Oui, voilà, c'est tout. C'est pas passé à côté, hein, ils peuvent pas l'obliger à venir. Hein. Ouais, oublie pas que c'est une équipe qui a gagné un match en 2 ans, donc l'équipe prend tournure, oui et non. Cousins, c'est peut-être pas convaincu par le coach. Cousins, c'est peut-être pas convaincu par. C'est un bien grand mot. Cousins, c'est peut-être pas convaincu par le projet. Alors effectivement, il y en a beaucoup qui disent que c'est justement le quarterback qui manque, mais il n'y a pas que ça. Quand tu es à 0 défaite, c'est pas qu'il manque le quarterback. Il n'y a pas de receveur. Il y a Josh Gordon, mais d'ici à ce qu'il soit arrêté avec 3 kilos de marijuana. Des équipes où il manque que le quarterback, on en a vu ces dernières années, comme les Texans qui allaient en playoff. C'est ça, une équipe où il manque que le quarterback. C'est quand tu es borderline playoff. Après, il y a beaucoup de jeunes joueurs, il faut leur reconnaître que ça peut progresser très vite. Parce que forcément, ils ont le premier choix de la draft tous les ans. Donc, au bout d'un moment, les Myles Garrett, les machins. Non, mais oui, ils ont Collins qui a été pas mal, le linebacker qui est arrivé des Patriots. Kirk, c'est aussi le linebacker qui est pas mal. Il y a des mecs. Il y a Myles Garrett qui a montré qu'il a un vrai gros. Il y a Myles Garrett, il y a des mecs. Mais bon. Danny Shelton, au final, a bien progressé sur la ligne.
On va voir, mais on pourra dire à la limite qu'ils sont à un quarterback de gagner s'ils prennent Saquon Barkley, qu'il est aussi fort qu'on le dit, que le mec il casse tout, qu'il gagne 5-6 matchs avec défense plus Barkley, et là on rajoute un quarterback et on dit il manque le quarterback. Mais il leur manque un peu plus que le quarterback. Tes Cousins, t'as plus de garanties à gagner chez les Vikings que chez les Browns, donc voilà, c'est pour ça qu'ils vont passer à côté. Sauf s'ils lui sortent une offre irrefusable. Si les mecs qui craquent complètement et qui lui disent bon bah voilà on te signe toi, derrière on prend Barkley numéro 1 de la draft, regarde, ils ont quoi, 108 000, s'ils leur font bah écoute tu vois ton contrat garanti, nous c'est cette année sur notre cap space on te garantit 60 millions cette année. Non mais hypothétiquement derrière ils ont encore 40 millions pour ajouter de la draft. Cousins peut dire attends cette année je prends 60 millions juste sur une année. Mettons les mecs craquent. Si t'as une offre irrefusable. Mettons les mecs craquent sur Cousins et genre qui on a d'autres dans le Malcolm top 10. Butler. Malcolm Butler et Joyner. Tu t'en mets deux comme ça. Allez, j'ai même pas leur situation en safety en tête, mais tu vois l'idée. D'ailleurs, on n'a pas parlé d'Allen Robinson dans le top 10, je l'avais noté. Qui peut être un pari. Qui peut être un pari. Et derrière, tu mets Saquon Barkley à la draft. Au 4e choix, tu prends un pass rusher ou un mec intéressant comme ça. Ouais, bon après, il faut que le mec soit quand même sacrément couillu. Ah bah, faut envoyer l'offre et les dollars après. Mais je veux dire, il faut que Cousins soit couillu aussi. Sportivement en tout cas. Ouais, après. Faut que le mec dise je suis le Messi, j'arrive et je vous sauve. C'est ça. Quoi. Après, il y a un côté faire gagner Cleveland qui. Un mec un peu barjot. J'aime bien Kirk Cousins, mais c'est pas LeBron James quand même. Ouais, il n'y a que LeBron James qui pouvait rentrer et dire c'est moi le patron, je suis ici et on va gagner quoi. Donc, parce que LeBron James c'est le Aaron Rodgers du basket quoi. Tu lui mets n'importe quel clampin autour. Et... je pense que c'est même meilleur que. Oui. Dans l'histoire, oui. Je sais pas si Rodgers finira top 3 de son sport quoi. Ouais, après bon, c'est tellement difficile de puis comparer d'un autre côté. Il y a tellement plus de postes et d'influence, on est d'accord. Question suivante. Question de la cage aux Falls. Comment patienter avant la prochaine saison? Des recettes compliquées à faire? Vous savez, depuis le Super Bowl, j'ai appris à faire de la béchamel. Et alors, je peux vous dire que c'est un carnage. Ça se voit peut-être un peu d'ailleurs. Petit gratin, qu'est-ce que je fais? Chou romanesco, béchamel et gratiné au camembert. Oui, j'adore le chou. J'adore le chou sur toutes ses formes. Comment rendre le légume genre light et sain léger. Béchamel et camembert avec tes légumes. Quoi. Moi, tu sais, les gens. On sent l'influence normande, mais alors. Mais oui. Non, mais attends, moi, les gens me disent tout le temps ouais, t'es végétarien, le gras, c'est la vie. Bah, t'inquiète pas que du gras, je peux m'en envoyer, y a pas de problème. Y a pas besoin qu'il y ait de viande dessus. Moi, tu me mets de la béchamel, du camembert, je fais gratiner tout ça, je mets du chou dedans. Je mets du chou et des poivrons d'ailleurs dedans. Chou, poivron, petite tomate confite et tu mets ça au four et rouler. Donc c'est ma recette légère de l'hiver. Ah oui, pour le printemps là, pour rentrer dans votre maillot de bain pour préparer l'été. On sent que c'est... je vous le conseille. Tiens, il y a une question de Damien sur le chat qui est quand même intéressante. Foles ira où et quelle compensation? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Nick Foles. Moi, je pense qu'il ne bouge pas avant le début de la saison. Tant qu'ils ne sont pas fixés sur Vance. Sincèrement, vu ce qui a été proposé aux Eagles, s'il n'est pas parti là, c'est qu'à mon avis, ils ne veulent pas le faire partir. Donc on parle de la proposition de deuxième tour. Après, Moi, je ne crois pas une seule seconde. Enfin... Après, ils se disent, il y a quand même des mecs qui nous ont proposé un premier tour pour Bradford. Là, on tient un MVP du Super Bowl. Ouais, non, c'est vrai aussi. Ouais. Ils attendent peut-être. Donc s'ils prennent premier et 4... Typiquement, domino Cousins. Hein. Ouais. Cousins, suivant où il part, t'as peut-être une équipe désespérée derrière, tu vois. Limite même post-draft, quoi. Ouais, mais... lui, tu vois, il est pas vraiment free agent, donc on le met pas dans les à éviter, mais Foles, non, tu l'évites pas, non, je sais pas. J'ai aussi quelques questions autour de Foles, tu vois. Moi aussi, non, mais complètement, il était dans une situation idéale. Hein, il débarque chez les Browns demain, je suis pas garanti qu'il les amène en playoff. Non. Moi, je suis honnêtement, alors là, je me mets à la place de Philadelphie. Hein. Vance revient des croisés. C'est pas un truc anodin, même si maintenant on a l'impression que c'est devenu voilà. Tiens, Lamarcus Joyner restera un Rams. Je viens de recevoir pour pouvoir terminer l'émission, Lamarcus Joyner tagué. Donc ça c'est l'info qui vient de tomber. Donc il restera chez les Rams. Ça vous fait une petite mise à jour. Ils ont un bon safety qui reste et un safety en moins sur la free agency. Donc on disait quoi, Foles? Moi je le garde parce que il va peut-être lui falloir même un peu de temps pour revenir dans le rythme, etc. On a vu trop souvent aussi des mecs comme ça revenir de blessures, pas être dans le rythme la première année, il leur faut plusieurs mois, etc.
Donc moi je le garde, c'est une super assurance touriste. Il est à 9 millions je crois, ce qui est cher pour un remplaçant. Mais ils ont vu que c'était un investissement qui est quand même carrément rentable, sinon ils n'auraient pas un Super Bowl. Oui, c'est vrai. Parce que si derrière sur le banc c'est McCarron, je donne au hasard, si derrière sur le banc c'est McCarron ou un autre, ou pire, je sais pas ce qu'il y avait certaines équipes, tu vois, Nathan Peterman, par exemple. Tu n'es pas au Super Bowl, tu vois. Donc tu es encore moins titré. Donc voilà à peu près pour le topo. Bon, on va arrêter là-dessus au niveau des questions. On termine avec la petite breaking news de Marcus Joyner. Comme ça, on est pas mal. On vous remercie donc d'avoir suivi cet épisode 231 du podcast Touchdown Actu. On va se retrouver jeudi, puisqu'on va commencer à parler draft dès cette semaine, avant même l'ouverture de la Free Agency, parce que Grégory Richard est tellement impatient de vous en parler qu'on a mis une émission de plus cette année et qu'on l'avance. Donc tellement impatient de nous survendre des jeunes qui n'exploseront jamais. C'est pour ça que je les réunis pas pendant l'intersaison. Ils se parlent que par caméra interposée. Donc sinon jeudi on aurait eu Raphaël en plateau faire ouais. J'attends de voir. Donc voilà, jeudi on fera un petit big board. On va vous présenter les 32 choix, les 32 meilleurs joueurs. Voilà. Donc si on avait un premier tour basé que sur le talent, on vous donne les 32 meilleurs joueurs. Si je peux juste me permettre, j'ai vu Sam Darnold courir. Ouais. Et bah waouh quoi. Franchement, il peut pas s'en sortir en NFL, les gars. Ah bon, il va se faire massacrer. Hein. J'ai pas fait gaffe. J'ai vu courir d'une manière. Ouais, courir avec les bras comme ça, là. Attends, Sam Darnold, parce que je confonds toujours Darnold. Non, c'est Rosen qui est arrogant et qui répond au coach. Ouais, c'est ça. Ils ont chacun leur qualité. Bah voilà. Tu n'as pas lu Rosen répond en entretien avec pendant le combine. Il y a une équipe qui lui montre une vidéo de ses interceptions et donc qui lui pose visiblement une question, quoi, comment ça s'est passé, etc. Et apparemment, il a répondu au mec, est-ce que toi tu as déjà été quarterback, est-ce que tu sais comment ça se passe, quoi. Bonne petite réponse sympathique de mec pas arrogant du tout, qui sait apprendre de ses erreurs. Bon, nous on est méchants, on le connaît même pas. Grégory nous en dira plus, ça se trouve en vrai il est très sympa. Donc voilà, en tout cas pour le programme de l'intersaison, et après il y aura un petit débrief free agency, et puis il y aura beaucoup de podcasts pré-draft. On va refaire comme l'an dernier, post par post avec Grégory, et puis la draft en live. Donc il vous reste encore pas mal de choses pendant l'intersaison. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. On va bientôt mettre en ligne aussi le podcast des auditeurs. On avait réuni quelques témoignages, mais finalement on n'en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup qu'on a essayé de joindre, qu'on n'a pas réussi à avoir, qu'on n'a pas répondu aux emails. Donc on va faire un petit montage. Je crois qu'il y avait 3 ou 4 avis. Donc on va les réunir en un montage et une seule vidéo. Ce sera peut-être un peu court, donc ce sera peut-être pas un podcast à part entière, mais on mettra la vidéo sur le site pour faire un petit montage sympa. Donc si vous nous aidez sur Tipeee, justement, n'hésitez pas. Et puis on vous remercie. Pour nous suivre, c'est @TDActu pour le site, @Raphaël_TDA, @Raoul VDG, il est pas là, @Camille Saraben, @Alain Mattei. Pour moi-même, toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Petite auto-promo quand même pour la famille TDA Media, parce qu'on a mis ça sur le panneau derrière nous maintenant. Pour ceux qui aiment le e-sport et l'Overwatch, il y a donc Nerf 10, le podcast de Raoul Villeroy et Loïc Goyet. Loïc qui est rédacteur et développeur. T'as pas dit leur pseudo, hein. Ah, il faut dire leur pseudo. Ouais, apparemment dans le milieu du sport. Alors attends, c'est quoi? C'est Altiron et Logo, c'est ça? Ouais, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Donc Nerf 10, le podcast e-sport. Et puis le basket, c'est nouveau depuis qu'on s'est vu. C'est 48, c'est un podcast d'entretien qui est coproduit par Basket USA et TDA Media. Donc premier invité, c'était Fred Weiss. Deuxième invité, c'était Marie Patrux. N'hésitez pas à aller jeter une oreille. Tiens, on retweetera avec le compte TDA Actu quand même, puisque c'est les podcasts de la famille. Donc comme ça, c'est ça, c'est la MIFA. Si la famille, on est des jeunes. Donc voilà, on va retweeter tout ça et on vous remercie. N'hésitez pas à jeter une oreille. Merci beaucoup, Raphaël. Merci. Merci Camille. On peut lancer le générique de Kickban qui est toujours là quand même. Et voilà, les premières notes sont là. On vous dit à jeudi pour parler draft. Très bonne intersaison à tous. Très bonne béchamel à tous. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots. Tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto. Les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch. Trocage Global Beckham, Tom Brady quarterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin on compte les points et on finit en requin.